Que va-t-il arriver à l'Ukraine après la fin des livraisons des États-Unis? Ceux qui ont écouté le discours de Donald Trump à l'Assemblée des Nations Unies, puis ont analysé ce qu'il a dit à Volodymyr Zelensky, et en général sur la guerre en Ukraine. Et pour ceux qui ont lu la doctrine récemment publiée, ainsi que les 28 points proposés par les États-Unis d'Amérique pour établir un cessez-le-feu et la paix entre la Russie et l'Ukraine. Ils savent donc que Donald Trump n'a jamais changé d'avis ni de position sur la façon dont cette guerre doit se terminer, ni sur le rôle que les États-Unis d'Amérique doivent y jouer. Je veux vous parler de la différence entre le souhaité et la réalité en ce qui concerne l'Ukraine. Et maintenant, ces personnes qui pensent « Comment ça, il n'a pas changé ?» Il disait une chose puis une autre, mesdames et messieurs, il était tactique, il essayait tantôt de faire pression d'un côté, tantôt de l'autre. Mais son opinion, encore une fois, vous pouvez vérifier, il ne l'a jamais changée. Mais ce n'est pas la question. Je veux maintenant parler en réalité de quelque chose de tout à fait différent. J'entends de la part de beaucoup de gens qui savent exactement qui a attaqué qui détruit et quelle ville, et j'ai entendu qu'ils souhaitent la victoire de l'Ukraine. Chaque fois que je commençais à demander ce que vous entendez par victoire, j'ai découvert que, eh bien, il y a pas mal d'opinions divergentes à ce sujet, mais essayons de les examiner et essayons d'être réalistes. La victoire, c'est au moins revenir aux frontières de début 2022, idéalement récupérer la Crimée. Eh bien, un autre élément important, c'est soit la défaite totale de la Russie, de sorte que dans les prochaines années, elle ne puisse même pas envisager d'attaquer qui que ce soit à nouveau, ou bien une situation où une nouvelle invasion dans un avenir proche serait totalement exclue. Voyons-nous réellement une possibilité d'une telle défaite, d'un tel écrasement ? Pour être honnête, pas vraiment, mais nous en reparlerons plus tard. Une option plus réaliste, qui sera bien sûr aussi appelée une victoire, serait de rendre la guerre stratégiquement inutile pour la Russie et de la forcer à battre en retraite, ou du moins à cesser de chercher à obtenir des territoires supplémentaires. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est la victoire que, disons, la plupart des Ukrainiens aimeraient avoir, celle dont ils rêvent. Mais si l'on arrête la Russie dans les frontières qu'elle a conquises actuellement, ou même si on la force à reculer un peu pour créer une sorte de zone neutre, si l'on détruit son potentiel offensif, obtenir une situation dans laquelle Moscou ne peut plus attaquer et sera obligée d'accepter ce qu'elle considère aujourd'hui comme inacceptable, une paix avantageuse, c'est aussi une des options d'issue positive pour l'Ukraine et les Ukrainiens. Réfléchissons d'abord à la question de savoir s'il est possible qu'un petit État l'emporte sur un grand, qu'une armée moins nombreuse l'emporte sur une armée plus grande. La victoire de ceux qui n'ont pas les moyens financiers de fabriquer ou d'acquérir du matériel militaire sur ceux qui disposent de ces ressources. Et en plus, il y a 100 millions d'habitants de plus, la victoire de l'Ukraine sur la Russie est théoriquement possible. Pour cela, plusieurs conditions difficiles doivent être réunies en même temps. Une aide militaire extérieure durable et croissante, une forte hausse de ses ressources, population, matériel, industrie, un affaiblissement marqué de la Russie et une conjoncture internationale favorable. Qu'est-ce qu'une aide extérieure durable et croissante ? C'est une grande quantité de munitions d'artillerie, de blindés, de systèmes de défense aérienne et de missiles longue portée capables de frapper la logistique jusqu'au pont de Ripsk et l'arrière de la Fédération de Russie. Plutôt la hausse du nombre et de la préparation des forces terrestres ukrainiennes. Sans un grand groupement terrestre, il ne sera pas possible non seulement de reprendre, mais aussi de tenir le territoire. Sinon, au mieux, ce sera de la dissuasion, une guerre d'opposition et une retraite lente, la création d'une défense aérienne et d'un système énergétique solide pour que le front ne s'effondre pas à cause des frappes sur l'arrière, la mobilisation de l'économie, voilà ce qui doit arriver. Voyez-vous cela se produire dans un avenir proche ? Le soutien extérieur qui, en fait, peut aider.
Eh bien, les États-Unis et l'Europe, n'est-ce pas? Il n'y a pas à réfléchir longtemps, il n'y a plus personne d'autre. Les experts notent qu'une réduction brutale ou l'arrêt de l'aide conduira à un épuisement progressif de l'Ukraine et à une augmentation des chances pour la Russie d'imposer une paix dure. Ça s'appelle la capitulation. Oui, alors qu'un soutien stable maintient le front et donne une chance de renverser la situation. Les États-Unis sont-ils prêts à fournir un tel soutien à long terme, à l'élargir, et l'Europe peut-elle se permettre d'assurer un tel soutien? Les États-Unis cesseront complètement de fournir des armes ou de les fournir dans les quantités qu'ils livrent actuellement. Eh bien, en plus de cela, il est nécessaire que l'Occident participe davantage en imposant des restrictions strictes à la capacité de la Russie de compenser ses pertes par l'importation, c'est-à-dire par des sanctions, des contrôles à l'exportation, des restrictions concernant les pays de contournement. Pour que chaque nouvelle campagne offensive coûte de plus en plus cher au Kremlin et donne de moins en moins de résultats. Sans la participation de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, du Venezuela, de la Corée du Nord qui ne participeront pas, c'est pratiquement impossible à réaliser, même si l'Occident le souhaite vraiment. Mais l'expérience montre qu'en 4 ans, l'Occident n'a pas manifesté un désir particulier. Et maintenant, lorsque l'opinion des citoyens de ces pays est passée d'un enthousiasme inconditionnel et d'un soutien actif à l'Ukraine à une indifférence pratique, avec plus de sympathie pour l'Ukraine que pour la Russie, il est pratiquement impossible d'imaginer un Occident qui ferait ce que nous avons décrit. L'Ukraine a une chance de remporter une véritable victoire militaire si la Russie est confrontée à une crise économique aiguë, à une instabilité politique, à des luttes entre élites, à des protestations, à un changement de régime et à l'incapacité de maintenir le niveau actuel de mobilisation et de production d'armes. D'après tous les avis que nous lisons aujourd'hui de tous les analystes occidentaux et autres, il n'y a pas d'instabilité du régime en Russie et la lutte entre les élites est terminée depuis longtemps. La bande de Poutine a déjà gagné depuis longtemps. Il y a d'autres bandes, mais le pays est déjà dans un état post-oligarchique, c'est-à-dire après l'oligarchie. On constate déjà un niveau de pertes énorme, bien sûr, ainsi qu'une tension extrême du système d'approvisionnement russe. Le maintien et le renforcement de cette tendance, combinés au renforcement de l'Ukraine, rendent en général les offensives russes de moins en moins efficaces et ouvrent une fenêtre pour des contre-offensives ukrainiennes, à condition que tout cela se produise en même temps et dans l'idéal dont nous parlons. Évaluation de probabilité. Plusieurs groupes de réflexion affirment qu'une victoire militaire décisive est possible pour l'un ou l'autre camp. Une défaite totale, oui, semble peu probable dans un avenir proche. Le scénario le plus probable est celui d'une guerre prolongée, d'une trêve ou d'une paix de compromis imposée. C'est pourquoi de plus en plus d'experts parlent de la théorie de la victoire par la neutralisation stratégique de la Russie. Garantir que la Fédération de Russie ne puisse pas atteindre ses objectifs et soit contrainte de facto d'accepter une Ukraine souveraine, armée et protégée, même s'il n'y a pas d'acte formel de capitulation. Comment y parvenir si, encore une fois, l'Inde, la Chine, encore d'autres petits pays, peu importe lesquels, oui, si tous ces pays ne soutiennent pas, si le monde entier soutenait, c'est une chose. La Russie a des raisons de mettre fin à la guerre, mais accepter, disons, les conditions euro-ukrainiennes, oui, le Kremlin n'est prêt à le faire que sous une très forte pression interne et externe. En plus, si possible, vendre cela. Eh bien, présenter cela à la société comme une sorte de victoire ou une minimisation des pertes, ce qui, encore une fois, ne colle pas du tout dans l'esprit. Qu'est-ce que la Russie veut réellement obtenir de la paix ? Oui, appelons ça comme ça. Nous nous arrêterons si les principales exigences publiques de Moscou sont une garantie écrite que l'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est, d'abord aux dépens de l'Ukraine. Le statut neutre de l'Ukraine et la levée partielle des sanctions, la résolution de la question des archives gelées,
L'opinion publique en Fédération de Russie est plus favorable à la paix si au moins une partie des territoires conquis après 2022 reste à la Russie. Eh bien, comme ils ont inclus cela dans la Constitution, il est tout à fait possible que les Russes, s'ils obtiennent moins, soient mécontents de leurs dirigeants du Kremlin. Oui, et l'Ukraine reste neutre, l'Occident allège les sanctions, rétablit les liens économiques, les liens de visa, et ainsi de suite. Et alors, les Russes accepteront tout cela d'une manière ou d'une autre. Pourquoi l'Europe et l'Ukraine peinent-elles à vendre cette paix? Sous-titre d'Imatorzok. Les approches euro-ukrainiennes partent du principe du rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, du maintien des sanctions jusqu'aux réparations, de garanties de sécurité strictes afin que la Russie ne puisse pas répéter son agression. Pour le Kremlin, renoncer à de nouveaux territoires et reconnaître la souveraineté ukrainienne sans contrôle sur Kiev ressemble à une défaite, ce qui pourrait porter atteinte à la légitimité du régime et renforcer les conflits au sein des élites. La Russie peut théoriquement accepter des conditions plus strictes en faveur de l'Ukraine. Plusieurs facteurs pourraient en coïncider: l'épuisement militaire, l'impossibilité d'avancer, le coût élevé de la défense, les munitions, l'équipement, la main-d'œuvre, l'aggravation de la crise en scène économique et le risque d'instabilité socio-politique à l'intérieur de la Russie. Lorsque la poursuite de la guerre devient plus dangereuse pour le régime qu'une paix défavorable. Mais il n'y a aucun signe, ni de poursuite, ni aucun signal de ce genre venant de la Russie. Une perspective évidente, une absence évidente de perspective d'une issue meilleure, la compréhension que ni la conquête de nouveaux territoires, ni l'imposition de son propre ordre à l'Ukraine ne sont désormais possibles, ni par la voie militaire, ni par la voie diplomatique. C'est alors que la Russie commence, comme on dit, à se gratter la tête. Avant cela, elle pense qu'elle obtiendra ce qu'elle veut, d'une manière ou d'une autre. Je dois dire que malheureusement, il n'y a actuellement aucun signe indiquant que la situation évolue favorablement pour l'Ukraine. La situation ne s'améliore pas de cette façon si le soutien de l'Occident ne s'accroît pas, mais diminue. Si la ressource humaine s'épuise suffisamment et qu'il n'est pas possible de trouver de nouveaux militaires, c'est-à-dire qu'il n'y a ni Nord-Coréens ni Chinois à engager, alors la victoire de l'Ukraine sur la Russie devient pratiquement impossible. Si une série de phénomènes fantastiques à 0% se produit, la situation ne peut pratiquement pas aboutir à une telle fin de la guerre pour des raisons que nous avons déjà expliquées. Donc, la seule perspective réelle de fin de cette guerre, c'est la victoire de la Russie. Soit c'est la prise totale de l'Ukraine par les troupes russes, ensuite la Russie décide de la manière dont l'ex-pays Ukraine sera gouverné, soit c'est, pour ainsi dire, des sous-titres. Sorti avec les clés de la ville de Kiev-S. Si ce n'est pas juridiquement, alors en fait cela devient une partie du monde russe, du Ruski Mir, comme ils l'appellent là-bas. De plus, plus l'Ukraine participera longtemps à la guerre, plus elle perdra de population. Et il s'agira principalement d'une population assez jeune, c'est-à-dire des personnes qui pourraient donner naissance à la prochaine génération dans le pays, c'est-à-dire engendrer la génération suivante. Ils sont éliminés en très grand nombre, à mon avis, il n'en reste déjà plus qu'un tiers, voire peut-être même la moitié a déjà disparu. Les personnes capables de donner naissance à des enfants sont mortes en grand nombre, ou bien elles ont été commotionnées, blessés ou ont quitté le pays et, très probablement, ne reviendront pas dans le pays. S'il n'y a pas de victoire de l'Ukraine, ou au moins, si une partie de l'Ukraine ne reste pas un État indépendant, ils ne viendront pas, ils ne reviendront pas. Donc, encore une fois, l'option de la victoire de l'Ukraine, à l'heure actuelle, à moins que les Martiens n'arrivent, la probabilité est estimée à 0 ou très proche de 0. L'option de la prise de toute l'Ukraine par les troupes russes en ou la capitulation inconditionnelle de l'Ukraine. C'est pratiquement la même option. Oui, c'est probablement 80%, mais à quoi correspondent les 20% restants? Les 20% restants concernent une autre option, le bureau du président au complet.
Il disparaît, il est déplacé, je ne sais pas, il s'enfuit, il va en prison, je sais, il n'est plus là. Et à la tête du pays arriveront des anciens combattants qui ont vu de leurs propres yeux comment leurs camarades mouraient, et qui pourront utiliser le désir encore existant des États-Unis d'Amérique d'aider à arrêter cette guerre fratricide. Quoi que vous les détestiez, vous n'y pouvez rien. Un grand nombre de personnes portant des noms de famille ukrainiens vivent en Russie, et un grand nombre de personnes ayant du sang russe vivent en Ukraine. Voici les sous-titres. Donc, alors l'Ukraine sera divisée en deux parties. Une partie sera conservée, qui s'appellera l'Ukraine occidentale, gardera son indépendance, sa culture, et construira un état de marché normal. En restant neutre selon le principe de la Suisse, il y a zéro chance de victoire, 80 à 90% de chance d'une occupation totale, 10 à 20% de chance de division du pays, de préservation de l'indépendance et la partie restante selon le principe de la Finlande. J'ai l'impression que les politiciens et les médias d'Ukraine ainsi que de Russie travaillent soigneusement pour que l'Ukraine ne comprenne pas. Les Ukrainiens ne comprennent pas la situation réelle et continueraient à se battre et à mourir, car on leur maintient constamment un certain rêve, une certaine possibilité dans la tête, et si jamais c'était possible. Et alors, oui, j'ai très peur que ce ne soit pas tout à fait le cas. Il semble bien, et cela depuis assez longtemps, que la direction de l'Union européenne ainsi que les dirigeants des plus grands pays d'Europe sont eux aussi, pour une raison quelconque, intéressés à la poursuite de la guerre, et ne veulent en aucun cas que la guerre se termine par la division de l'Ukraine ou de quelque autre manière que ce soit. Je soupçonne que, de leur point de vue, la Russie qui continue de se battre contre les Ukrainiens, même en tenant compte des pertes qu'elle subit, et quand ils regardent les pertes de l'Ukraine, eh bien pour eux, c'est un prix normal à payer. C'est-à-dire pour que la Russie n'envisage même pas de bouger, de se diriger quelque part ailleurs, vers l'Union européenne. Comme l'Europe n'est absolument pas sûre que l'Amérique la protégera et qu'elle n'a pas les moyens de se défendre elle-même. Ils n'ont ni construit, ni organisé, ni rien fait. Plus ce carnage se prolonge, moins il est très probable que la Russie puisse mener des actions agressives dans les pays européens dans les prochaines années. Ainsi, les dirigeants de l'Europe veulent la poursuite de la guerre, les dirigeants de l'Ukraine veulent la poursuite de la guerre, les dirigeants de la Russie veulent la poursuite de la guerre, il semble que la Chine veuille la poursuite de la guerre. Alors qui ne veut pas? Qui ne veut pas la poursuite de la guerre? Ce sont les personnes qui s'entendent qui se retrouvent au front, ou dont les enfants, les maris, moins les proches, se retrouvent au front. Et pour une raison quelconque, la Maison-Blanche des États-Unis, on ne comprend pas pourquoi, ce n'est absolument pas l'affaire de l'Amérique. Les régimes comme celui qu'a instauré Zelensky ne quittent pas le pouvoir d'eux-mêmes, d'autant plus que les dirigeants des pays européens le soutiennent. C'est pourquoi très probablement la guerre continuera jusqu'à ce que la Russie prenne complètement le contrôle de tout le territoire de l'Ukraine. Peut-être sans l'extrême ouest, je doute qu'elle aille si loin. Ce n'est pas nécessaire. Les Occidentaux, je ne sais pas, c'est peut-être un mauvais mot. Ceux qui sont pro-occidentaux, ils ne sont absolument pas nécessaires à la Russie. Soit la guerre continuera jusqu'à ce qu'on apporte les clés de Kiev, qu'on signe une capitulation totale et sans condition. Eh bien, de mon point de vue, alors la partie occidentale se révolte et fait sécession, et en chemin un autre demi-million de jeunes Ukrainiens mourront, plusieurs autres villes seront détruites et les infrastructures restantes seront anéanties. J'espère vraiment qu'il existe d'autres options, mais je ne les vois pas. Sous-titre. Je dis tout cela non pas parce que cela me plaît. Non, mais je veux vraiment que le plus de gens possible en Ukraine comprennent cette réalité dégoûtante, mais réelle. À la prochaine.